si je l'ai eu de 10 ans, il y a 10 ans devant moi, je dirais déjà de se faire confiance dans ses choix, mais également de se dire que si on se réoriente, ce n'est pas une fin en soi, c'est autant une opportunité qu'il faut saisir, parce qu'on construit en fait son orientation, son insertion professionnelle tout au long de sa vie. Bienvenue dans le podcast de l'espace OIP, proposé par l'Université Grenoble-Alpes, dédié à la formation, à l'orientation et à l'insertion professionnelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'espace OIP proposé par l'Université Grenoble-Alpes. Et aujourd'hui, un nouvel invité, Yves. Bonjour Yves. Bonjour Mathias. Ça va ? Ouais, très bien et toi ? T'es bien installé ? Oui, super. Pas trop chaud ? Non, ça va. Ça va. Bon. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours, tes choix d'orientation et surtout ton entrée dans le monde professionnel parce que tu es un jeune diplômé. Ça fait pas si longtemps que ça que je crois que tu es sorti des études. Ah bon. Et on va parler un peu de tout ça, si ça te va. Ouais. On va commencer par une question qu'on pose à tout le monde. C'est quoi l'OIP ? L'OIP, c'est l'orientation de l'insertion professionnelle. Oh là là, 5 sur 5, 10 sur 10. Bravo. Ça se voit que ça fait pas longtemps que tu as fini les études. Hein. Donc on va te parler d'abord un peu plus de toi. Tu peux me parler de ton parcours un petit peu, comment un peu tes études rapidement, voilà, et comment tu es arrivé justement à l'Université Grenoble-Alpes, parce que je crois que tu n'as pas fait toutes tes études à l'Université Grenoble-Alpes. Voilà. Alors j'ai commencé avec une licence administration économique et sociale à l'Université de Bretagne occidentale, donc en Bretagne, parce que je voulais faire professeur d'SES au départ. SES, tu pourrais répéter SES, sciences économiques et sociales, donc qui s'enseigne principalement au lycée. Et par la suite, en fait, j'ai fait 2 années de césure pour tout simplement de l'engagement étudiant, plutôt au niveau national. Et puis par la suite, je me suis dit, dans quelle université je vais aller pour mon master, parce que j'avais déjà fait une vague de candidature master. Et là, je faisais ma seconde vague et j'avais candidaté dans plein de villes différentes, mais j'ai décidé d'aller à Grenoble parce que j'aimais bien la ville, j'avais une attache ici, et donc je suis venu en master sciences sociales, évaluation et management des politiques sociales. Oh, tout un programme, tu vas nous en parler tout à l'heure. C'est pas forcément l'objet de ton podcast, mais tu peux nous parler de manière, parce que c'est intéressant quand même, ta césure, ce que tu as fait rapidement pendant ces 2 ans, un engagement national. Voilà. Oui, alors j'ai été pendant 2 ans dans 2 fédérations étudiantes. La première, c'est la fédération ARES, donc, où je représentais l'ensemble des étudiants en sciences sociales, donc droit, économie, gestion, AES, sciences politiques et IAE. Et ensuite, j'ai été à la FAGE, où en fait j'ai été principalement sur des questions d'affaires académiques et à la FAGE plus particulièrement sur l'OIP, où c'était mathématiques. Donc voilà pourquoi le 10 sur 10 de tout à l'heure. Et donc voilà, je traitais des sujets comme les questions d'alternance, les questions de fusion des universités. Donc c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup accompagné, notamment après dans ma thèse. Ah, ta thèse, voilà, mais il y a plein de sujets dont on va y revenir tout à l'heure. Est-ce que tu as eu des difficultés, des doutes pendant tes études, de manière un peu globale, sur ton long parcours du coup, qui a duré 7 ans, 8 ans si je... c'est à peu près. Comment tu les as surmontés surtout ? Je pense que j'ai eu des difficultés. Déjà, la vie en fait, d'étudiant, on peut rencontrer des difficultés à certains moments. En AES, c'était très pluridisciplinaire. Donc à la fois, il fallait être bon partout, mais pas mauvais non plus à un endroit. Donc c'était un peu un jeu, on va dire... équilibriste un peu ? C'est ça, totalement. C'était un peu on joue aux échecs. Quelle pièce on allait prendre en carrément, premier. les échecs. Et ensuite, il y a toujours eu des difficultés aussi, je pense, durant mon master également. Alors, c'était surtout plus avec une question de confiance en soi. C'est savoir comment on se dépasse, etc. Et en fait, comment j'ai réussi à gérer ? Je m'organisais beaucoup, mais également aussi, je pense que je m'entourais de personnes qui m'accompagnaient. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup apporté. Que ce soit du coup dans comment dire, quand tu faisais ton mémoire, quand tu travaillais du coup sur tes examens, c'est ça, dans l'accompagnement, ou de manière un peu plus globale, sur un soutien plus... voilà, ça va aller, tout va bien. Je pense que c'était aussi l'alternance de RIMT entre le fait que, par exemple, j'ai fait une partie de ma licence en engagement. Donc, c'est-à-dire qu'on enchaînait engagement plus licence. Et ensuite, après, je suis retombé pendant 2 ans en engagement, mais plein. Je travaillais de 9h à 1h du matin, 7 jours sur 7. Et après, on se retrouve en master à... Moi, je me sentais un peu vide, en mode qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'ai beaucoup bossé mes mémoires justement à côté pour pouvoir trouver ce temps en plus pour pouvoir... T'as essayé justement de compenser, parce qu'après, c'est vrai que pendant 2 ans de surinvestissement, parce qu'on conseille à personne de faire du 9h à 1h. Non, surtout pas. Ne faites pas. Et tu m'en as déjà dit 2-3, mais est-ce qu'il y a un moment ou un enseignement que tu retiens particulièrement de toutes ces années d'études, voilà ?
Je pense qu'il y a plusieurs enseignements. Je pense que c'est un tout. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le côté interdisciplinaire. En AES notamment, on avait du droit du travail, sociologie du travail, économie du travail et GRH. On avait un partiel qui mélangeait les quatre. Mais on avait également aussi ça en master, notamment des séminaires de recherche. Et j'ai toujours aimé mélanger un peu les disciplines pour comprendre un concept. Donc c'est ce que moi, j'ai beaucoup fait en master. Et on parlait d'OIP justement, et toi, est-ce que tu as été accompagné ou pas du tout? Alors moi, j'ai été accompagné. J'ai eu la chance d'avoir été accompagné quand même au lycée par une enseignante et également le service orientation qu'on avait au sein du lycée. Et après en licence, j'ai continué notamment aussi. En Bretagne, du coup, si je comprends bien. En Bretagne, totalement. Où j'ai fait un podcast aussi en Bretagne. J'ai fait plutôt une vidéo de présentation de la licence que je faisais. Et ici, j'ai pu participer à certains ateliers, notamment plus sur l'aspect insertion professionnelle. Et notamment recherche en alternance. C'était déjà du coup inscription sur Career Center ou pas forcément je me suis inscrit sur Career Center à l'époque, oui, totalement. Oui. Non, parce qu'au début, il y a un petit peu, il y a quelques années de ça, c'était pas sur Career Center, donc tu n'es pas si vieux non plus, c'est bien. Non, ça. Donc juste pour rappeler, il y a encore des ateliers, du coup je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de chiffres faux, mais on va dire au moins une quarantaine d'ateliers tout le long de l'année justement. Sur inscription Career Center, donc voilà. Et ça t'a apporté justement ces ateliers? Oui, totalement, parce que c'est en fait, au-delà de rencontrer parfois aussi des professionnels ou même des conseils avec des personnes de la DOIP, donc la direction orientation insertion pro. Merci, tu la pub en plus. C'est écrit là en plus. C'est parfait. C'est aussi, je pense, la rencontre aussi avec d'autres étudiants qui se posent aussi les mêmes questions que nous. C'est la mise en réseau aussi, c'est ça? C'est totalement ça. Ok. Et c'est un peu ce qui a ponctué un peu tout ton parcours, si je comprends bien aussi, tout ça. Ok. Et tu as un peu répondu, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose aussi qui t'a aidé à mieux définir ton projet pro? Tu disais j'aime bien la pluridisciplinarité, etc. Et petit à petit, si je comprends bien ton parcours, on est arrivé sur l'évaluation. C'est quoi qui t'a guidé en fait à définir justement ce projet pro? Alors, je pense que ça a été très compliqué de le définir. Alors, au départ, enseignant, c'était parce que dans ma famille, on est beaucoup d'enseignants. Et donc, il y avait un peu cette volonté de continuer. Bien sûr. Mais après, en fait, je me suis rendu compte qu'avec mes études ou même avec mes expériences professionnelles et notamment associatives, j'avais envie de faire autre chose. J'étais beaucoup plus engagé sur vraiment du terrain, du projet, de l'accompagnement et que je retrouvais plus forcément dans le métier d'enseignant. J'avais fait des stages à côté. D'accord, ok. Donc, t'as pu un peu expérimenter quand même ce que c'était pour de vrai. Voilà, totalement. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'autre chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un master d'évaluation des politiques publiques et sociales, parce que j'avais vraiment besoin de donner du sens au sujet d'actualité, etc. C'est ce que j'ai fait dans mon master. Et puis par la suite, dans mon master, il y a eu des perspectives comme la thèse ou comme également plutôt chargé de projet. Et comme j'aime bien le monde de l'enseignement supérieur et l'aspect de l'évaluation, j'en ai fait aussi un peu aujourd'hui le poste que j'occupe. Donc voilà, il y a... Quelle transition parfaite. T'es incroyable, j'ai plus besoin de travailler. On va parler d'abord, si tu veux, de ton poste actuel et on parlera de ta thèse, du coup, parce que j'ai cru comprendre que tu étais en projet de thèse. Tu avais un projet de thèse ou tu es en thèse? J'ai un projet de thèse. Voilà, tu as un projet de thèse, voilà. On va parler du coup de ta recherche d'emploi. Voilà. Tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé, ta recherche d'emploi? Et combien de temps ça a duré? Alors, combien de temps ça a duré? Je pense que ça a été très rapide. Parce que j'ai quitté mon contrat en alternance fin septembre. Le 30 septembre, oui, ça se termine le 30 septembre. Et j'ai donc après été en poste à partir de mi-novembre. Ah oui, ça a été hyper rapide. Ça a été hyper rapide parce que j'avais envie de retrouver un poste. J'avais pas envie de trouver un job alimentaire. Je voulais vraiment me poser pendant un mois, mettre en place un peu ma stratégie de veille. Donc, c'est-à-dire que je m'inscrivais à plusieurs newsletters où j'avais des offres d'emploi. Et donc, je suivais. Alors, j'avais aussi des collègues qui pouvaient m'envoyer des fois aussi des offres. Et en fait, arrivé en fin octobre, j'avais un peu une panoplie d'emplois. Alors, j'ai catégorisé deux. Celle où je ne candidaterai pas parce que ça ne me correspond pas, j'arrivais pas à donner du sens, j'arrivais pas à trouver une projection dedans, et d'autres où j'avais un peu plus d'intérêt. Donc je regardais vraiment la fiche de poste, je regardais vraiment aussi qu'est-ce qui était proposé, quel était le contexte, donc je veillais aussi sur l'institution. Et donc j'ai vu qu'il y avait un enjeu notamment à l'UGA sur l'auto-évaluation des formations. Et c'est comme ça que j'ai candidaté et que j'ai commencé mi-novembre là-dessus. Donc, que tu cherchais que dans le milieu universitaire ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que j'ai regardé également dans tout ce qui est politique éducative, d'insertion, mais également aussi gestion de projet, aussi dans le privé.
Ok, donc tu avais quand même fait une stratégie où tu élargissais la focale quand même petit à petit. Totalement. Quoi. Ouais. Totalement, où j'ai élargi la focale, mais en gardant toujours quelques mots-clés. Évaluation, accompagnement, ou même aussi études de terrain, mais pas en étant trop éloigné de mes besoins. Mais vraiment avec une dimension très concrète qui est l'évaluation. Et justement, tes expériences, ton expérience d'engagement, ton alternance, tes stages aussi, je ne sais pas si tu as fait forcément des stages, etc. Est-ce que ça t'a aidé justement, tu penses, à décrocher ton premier emploi dont on va détailler tout à l'heure d'ailleurs la nature. Voilà. Alors, je pense que ça m'a aidé dans les stages plutôt à définir mon projet professionnel. Mais en fait, l'alternance, c'était surtout une expérience où j'ai vraiment compris ce que c'était le monde de l'emploi. Avec les codes, etc. Parce qu'on se retrouve face à des commandes soit du politique, j'étais au conseil départemental d'Isère, donc c'est ce que j'allais demander, merci. Soit de la direction générale, où on se dit, ok, qu'est-ce qui est vraiment le besoin? Et donc, moi, je sais qu'au début, je n'arrivais pas du tout à comprendre les commandes. Et avec une équipe, j'ai réussi vraiment à comprendre où il fallait aller, quel outil il fallait activer. Donc, ça a été plutôt, on va dire, j'ai découvert une identité socio-professionnelle, on va dire, à ce moment-là, en alternance. C'était un poste plutôt généraliste, chargé de projet ou dans une direction? Chargé de projet, c'est ça. Chargé de projet à la direction de la performance et de la modernisation du service public. Vaste sujet encore une fois, mais je vois bien du coup le fil rouge. Ok, très bien. On voit bien le fil rouge en fait qu'il y a sur ton parcours avec l'engagement, etc. Et aujourd'hui, du coup, ton poste actuel. Qu'est-ce que tu fais? Tu as parlé d'évaluation des formations. Pourquoi on doit évaluer des formations? Voilà. Oui, alors je suis chargé d'appui à l'auto-évaluation des formations de l'UGA. À vos souhaits. Sur le premier et le second cycle. Donc, c'est-à-dire licence pro, master, diplôme de santé, ainsi que le diplôme d'architecture Sciences Po. Alors, pourquoi on doit évaluer nos formations? C'est que depuis les années 2000, on s'intègre au niveau français au processus de Bologne. Et donc, notamment à des engagements européens sur la qualité de l'enseignement supérieur entre les différents États membres. Et donc, on répond aux ESG, les European Standard Guarantees for the Qualities of Formation, mais également aussi pour la recherche et les établissements. Du coup, c'est pour rendre vraiment homogène un peu les formations. C'est totalement ça. C'est ça. On est vraiment dans cette volonté de rendre les choses homogènes, mais également de assurer en fait une qualité de notre formation et de notre recherche, que ça soit en Allemagne, que ça soit en France, en Italie. Et pour cela, en fait, on a une autorité indépendante en France. Alors, depuis 2007, elle a été mise en place, mais elle a été refondue en 2013, qui s'appelle le HERS, le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. On mettra dans la description tout le titre. C'est en fait ce conseil-là, il a vraiment pour but de donner un avis sur l'ensemble des formations, mais également la politique de la formation, sur la recherche, mais également sur l'établissement en lui-même. Et donc le but, c'est qu'on est dans la phase on va dire, d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on va accompagner les enseignants à établir leur dossier, qui sera ensuite transmis mi-juin, c'est-à-dire bientôt, au HERS, qui donnera ensuite un avis et qui fera des auditions pour accompagner cette évaluation-là. Ok, donc en fait, tu les outils, tu es un peu le papa des formations pour... On essaye d'être le papa, mais aussi c'est leur liberté à eux de construire leur dossier, etc. Par contre, on est vraiment là pour les accompagner dans l'argumentation, pour les accompagner également... Il n'y a pas que de l'outillage finalement, que mettre en place des gros Excel ou quoi, c'est vraiment aussi dans l'argumentation. Totalement. Quel terme on utilise, etc. C'est ça? Oui, sachant que je connais plutôt bien le HERS pour avoir déjà aussi travaillé dans mon engagement étudiant sur ces questions-là. Donc notamment, j'ai pu être expert étudiant à HERS à l'époque, mais j'ai pu également aussi accompagner d'autres anciens experts à HERS étudiants. Dans l'autre volet, en fait. Dans l'autre volet. Et donc, il y avait déjà aussi un peu une connaissance du terrain, des enjeux, des besoins pour les formations. Et c'est comme ça aussi que je pouvais apporter une plus-value aux enseignants. Mais c'est aussi du soutien en fait moral également boosté en fait. Parce qu'il y a je pense qu'il y a des universitaires, enfin des enseignants-chercheurs qui sont complètement éloignés de tout ça, d'avoir un cadre vraiment... Totalement. Et puis même au-delà de ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui prend énormément de temps dans un calendrier qui est parfois aussi resserré. Donc c'est aussi pouvoir donner aussi un soutien, que ça soit tout au long de l'année. Et comment tu as réussi un peu à osciller entre justement ce rythme lié à ton propre calendrier et leur calendrier qui est plus lié à leurs enseignements, etc. Déjà, je pense que c'est plus une question de priorisation. C'est comment je priorise peut-être plus avec certains enseignants. Alors, il y a certains enseignants qui avaient certains besoins qui pouvaient prendre plus de temps. Donc, c'est-à-dire que voilà, on essaie d'étaler l'accompagnement. Pour d'autres, c'était plutôt en fait en un temps, on pouvait répondre aux problèmes. Et dans ce cas-là, en fait, on se donnait juste un rendez-vous. Mais en fait,
fait, ça dépend. La charge de travail, elle pouvait évoluer. Du coup, tu dois vraiment t'adapter face au... Ouais, c'est totalement ça. Ça n'a pas forcément dû être simple tous les jours. Oui. Ça va. Mais on s'est amusé. En tout cas, le plus... Amusé, c'est bien de parler d'amusement au travail, etc. Du challenge, c'est surtout ça. De challenge. C'est challenge. Et justement, toi, en tant que... face à cette problématique-là, est-ce qu'il y a aussi une problématique de donner un peu du crédit, de la légitimité à ces formations face à une offre un peu privée, de plus en plus prégnante, etc. ou pas forcément? Alors, je pense que là, au niveau de toutes ces questions-là, le but aussi de ce travail que je suis en train de réaliser, c'est de mettre aussi en valeur des éléments de l'auto-évaluation qui n'apparaissent pas forcément ou qui ne sont pas forcément étudiés par le HES. Mais c'est de montrer en fait des innovations qu'on a pu mettre en place, quels sont les apports de nos formations, mais également aussi de pouvoir présenter des dispositifs où il y a une forme d'interdisciplinarité d'une formation à l'autre. De plus-value peut-être. Totalement, la plus-value que elle soit socio-économique, académique pour la réussite étudiante. Et également aussi, c'est de comprendre aussi un peu l'écosystème dans lequel elle vit. C'est-à-dire avec quel acteur elle parle, mais également aussi peut-être aussi connaître les écoles privées qui aussi sont à côté et qui jouent un rôle parfois sur nos formations. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation parfaite de ton poste. Et tu as parlé de la thèse. Je t'ai laissé un peu, j'ai pas trop voulu que tu ailles là-dessus, mais maintenant, vas-y. Du coup, tu es dans un processus de projet de thèse, c'est ça? Tu peux m'en parler un petit peu? Oui. Alors, je suis dans un processus où là, je redéfinis un peu plus le projet parce que en fait, j'avais un projet de base qui était donc l'université comme un commun socio-économique. Alors, c'est plutôt, on va dire, un fil conducteur que j'ai dans mes recherches parce que j'ai fait 2 mémoires auparavant en master. J'ai fait un mémoire sur les inégalités territoriales d'insertion professionnelle des jeunes diplômés de master en Bretagne. Et c'est hyper intéressant parce que c'est... Oui, ça touche totalement... C'est hyper concret en plus. Et puis même, le second, c'était sur la mission de l'insertion professionnelle des universités et de son évaluation par les instances d'évaluation ainsi que les classements qu'on a aujourd'hui. Et en fait, là, j'ai voulu donc aller partir plus sur un espace où on se dit que l'université, c'est un commun socio-économique parce que je m'en suis rendu compte à travers ma recherche. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi très vite que c'est quelque chose d'un peu trop large, quelque chose qui ne permet pas forcément de rendre concret la recherche. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, je le lis un peu à mon poste. C'est bien. C'est la question de comment le système d'évaluation des universités peut être un levier pour l'autonomie qui est un fondement si on souhaite considérer l'université comme un commun socio-économique. Donc là, c'est vraiment de regarder à travers plusieurs pays européens comment sont évaluées les universités et est-ce qu'il y a un degré d'autonomie qui varie d'un pays à l'autre. Et ça se voit déjà parce qu'on a des caractéristiques qui sont totalement différentes entre la France, l'Italie, le Royaume-Uni, si on l'intègre également, l'Allemagne, où on a justement des autonomies différentes à des échelons différents. Avec des budgets différents, je suppose. Avec des budgets différents, totalement. Mais aussi avec des systèmes aussi, on a un système social aussi qui joue beaucoup là-dessus. Si on regarde en Suède, c'est également le cas. Et donc, c'est de voir comment en fait l'évaluation est menée là-bas, de quelle manière elle est intégrée au sein des établissements et comment celle-ci peut jouer sur l'autonomie des enseignants, mais également de l'institution. Ok, je te souhaite beaucoup de réussite. J'espère que ton projet de thèse ira au bout. Voilà. On verra. Peut-être quand le podcast sortira, tu seras déjà un brillant thésard. Qui... Rendez-vous à la sortie. Voilà, c'est ça. Rendez-vous à la sortie. Et c'est important aussi de parler de ça, de l'université. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis, etc. On va pas débattre. Mais c'est très important justement de parler de ça. Donc on arrive doucement vers la conclusion de ce podcast et ton regard vers l'avenir. Quel conseil tu donnerais aux étudiants qui sont en train de se former ou de s'orienter ou de se réorienter, si tu avais le Yves d'il y a 10 ans devant toi, qu'est-ce que tu... Alors si je l'ai de 10 ans il y a 10 ans devant moi, je dirais déjà de se faire confiance dans ses choix, mais également de se dire que si on se réoriente, ce n'est pas une fin en soi, c'est autant une opportunité qu'il faut saisir. Parce qu'on construit en fait son orientation, son insertion professionnelle tout au long de sa vie. Je pense qu'à 40 ans, je ferai une reconversion dans un autre métier. Pourquoi possible, pas ouvrir soit un restaurant ou des chambres d'hôtes. Mais en vrai, j'y pense. C'est vrai, tu penses pourquoi pas. Il y a du terreau, dans l'orientation, il y a toujours quelque chose. Et je me dis que c'est aussi cette possibilité qu'on a de pouvoir changer aussi dans notre trajectoire professionnelle. Donc, je veux dire,
profitez de vos études, profitez également de faire des découvertes, soyez curieux durant vos enseignements, durant vos stages, vos alternances. N'hésitez pas à aller voir hors des zones de confort, parce que ça vous permettra soit de définir un projet, mais soit également aussi de découvrir de belles opportunités. C'est un peu ce que tu as fait avec tes engagements, notamment ton année de césure, ce qui est audacieux quand même, parce que je suppose que derrière, il fallait quand même trouver comment manger, etc. Oui, en fait, voilà, c'est ça aussi. Donc voilà, moi je pense que c'est se donner un peu de challenge, mais également toujours penser à soi, ce qu'on ne fait pas tout le temps. Ouais, bien sûr. Important de penser à soi. Et une question un peu par l'air inversée, c'est pas forcément évident. Avec le recul, est-ce que tu ferais quelque chose différemment dans ton parcours ? Compliqué. Compliqué. Est-ce que je ferais quelque chose différemment ? Oui, je pense que je prendrais plus de temps pour moi et pour vraiment me poser avec plein de questions que je n'ai pas encore répondu. Notamment sur pourquoi je n'ai pas poursuivi dans tel master. Donc voilà, c'est peut-être des petites questions comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai quand même aucun regret, même si je dirais j'aurais dû aller peut-être dans telle ville. Non, du tout. Je suis très content d'être en Grenoble entre mes montagnes. Voilà, c'est... super, c'est chouette. Et dernière question sérieuse, après il y aura la question décalée. C'est quoi les projets pour la suite à aller à, parce que je sens que tu as une projection à long terme, aller à 2 ans, voilà. À 2 ans 2-3 ans. Allez, 2-3 ans. Là, c'est compliqué. C'est vrai ? Ouais, c'est compliqué parce que encore dans 2-3 mois, oui, je sais, parce que... Je demande 2 ans, moi, 2-3 ans. 2 ans, je pense qu'il y a de fortes chances que je sois tête en thèse. Ouais. J'aurais bien envie. Je te le souhaite. Et on te le souhaite tous. Même pourquoi pas déjà enseigner. D'accord, en fait, parce que j'adore l'enseignement. Voilà. Tu peux en thèse quand tu as un contrat du coup associé, il n'y a aucun souci. Donc soit en thèse, soit également sinon continuer dans tout ce qui est accompagnement d'évaluation, etc. Donc voilà. Mais dans 2 ans, je vois bien encore dépasser des challenges, aller plus loin. Merci beaucoup Yves, c'était vraiment super. J'espère que je t'ai pas trop frustré, j'ai dû des fois couper, etc. Pas de souci. Donc la dernière question, si tu peux choisir un mentor, vivant, mort, fictif, tu prends qui ? Faut que ce soit quelqu'un de célèbre ? Vivant, mort, fictif. Fictif. Là c'est la question piège. Tu peux prendre 30 secondes. Oui. Ne t'inquiète pas, ça sera coupé. Je pense que ça sera... Alors, on va dire... je vais dire un personnage de manga. Ouais. Qui, je pense, m'a beaucoup accompagné et qui donne beaucoup de force. C'est Luffy. C'est Luffy, Luffy, Monkey D. Luffy. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a toujours le côté sérieux, mais il y a toujours aussi le côté amusement. Et je pense que c'est ça au quotidien que je vois dans mon monde professionnel, c'est... bosser d'arrache-pied, travailler d'arrache-pied avec l'ensemble de mes collègues, mais également de pouvoir aussi se détendre. Et surtout, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je trouve qu'avoir un équipage, c'est encore mieux que d'être sur son pauvre ado tout seul. Trop merci. Celle-là, on l'avait pas préparée en plus. Bravo pour la conclusion. Je te remercie. C'était vraiment clairvoyant, je pense, pour toutes nos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là. C'est fini, le podcast de l'Espace OIP. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, soit avec moi, soit avec Rima. On verra. Et à très bientôt et à très vite.